Salut à tous et bienvenue dans le 153e numéro d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe les matchs du PSG et qui parle aussi de l'actualité du club. Aujourd'hui, alors pour vous le dire, on va débriefer, mais alors très rapidement la rencontre qu'il y a eu hier soir entre c'est Funi Aulnois. Fény, l'entente Fény Aulnois. J'ai du mal à le garder en mémoire. C'est un truc de ouf. L'entente Funy Aulnois, voilà. Petit club du Nord, National 3, Yacine, hein, c'est ça? Ouais. Face au Paris Saint-Germain. Alors, on y reviendra vraiment rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a eu beaucoup trop d'écart entre les deux équipes. Mais néanmoins, on reviendra quand même sur le match de Xavi Simons que beaucoup ont réclamé depuis le début de saison. Il a joué, il a eu sa première titularisation hier soir. C'était un match plutôt positif pour lui, on y reviendra. Mais avant tout cela, et aussi, alors, je finis quand même de dérouler le programme. Donc après le débrief, on parlera de ce qui s'est passé vendredi lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon. On a entendu dans la presse que certains supporters ou ex-supporters du PSG étaient liés à cette petite vendetta. Jean-Baptiste, qui est avec nous, nous en parlera. Il y était, il nous dira ce qu'il a vu. Et ensuite, on fera le premier bilan de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. J'ai eu l'idée parce que notre invité Alex de Castro, que je vais vous présenter juste après, a fait une vidéo qui est très intéressante. Pour lui, c'est une très mauvaise idée d'avoir recruté Messi pour différentes raisons, et on en reparlera tous les quatre. Mais tout d'abord, je vous présente quand même mes trois acolytes du jour. Jean-Baptiste Guégan, professeur d'histoire, spécialiste en géopolitique du sport et auteur, et notamment d'un livre qu'il a fait avec Paris United, PSG 50 ans de passion, une histoire populaire du PSG. Salut JB. Salut les gars, salut tout le monde. Comment tu vas? Bon, ça va super bien, on a gagné, Mbappé s'est pas blessé. On attend juste le départ de Pochettino, mais ça c'est un autre sujet. Bon t'es en vacances, vu que t'es professeur d'histoire, tout va bien. Non, je travaille toujours, tu sais, l'éducation nationale c'est un sacerdoce. Ok, JB. Mon deuxième camarade, le titulaire indiscutable, jamais blessé, jamais à l'infirmerie, mais toujours sans ses lunettes, c'est Yacine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Yacine? Ouais, ça va bien aujourd'hui. Bon, tu vas trouver un peu de temps pour aller refaire tes lunettes quand même là. C'est les vacances là quand même. Hein? On a l'impression que t'as pas dormi avec tes tout petits yeux. Ouais, c'est dur, mais bon, on arrive à s'en sortir. C'est pour mieux supporter le projet de jeu de Pochettino. J'ai plus envie de voir. Et le troisième acolyte, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien de par sa chaîne YouTube déjà, mais aussi parce qu'il est déjà venu avec nous sur le podcast de Paris United. C'est Alex de Castro. Salut Alex, comment tu vas? Ça va super, salut Mousse, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce podcast. Très chaud pour discuter un peu ballon avec vous. Eh ben, on est très heureux de t'avoir avec nous. Du coup, tu as toujours ta chaîne YouTube DC Footix, c'est ça? Oui, juste Alex de Castro, ça marche très bien, t'inquiète. Ça marche très bien. Tu mets Alex de Castro sur YouTube. Sinon, s'appelle DC Footix. Et du coup, c'est pas Footix IX, attention. Hein. Non, c'est ICS. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Et toujours aussi. On joue un petit peu sur le double sens. Ouais. Et toujours avec la Ligue 1, les gens de la Ligue 1. Ouais, en live sur Twitch également. Sur Twitch. Exactement. C'est ça. Et sur RMC toujours, hein, RMC Sport aussi, on les salue. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Tu commentes toujours les matchs Ouais, toujours. Première Ligue, championnat portugais, Coupe d'Europe. On se fait plaisir. Voilà. Tout terrain, Alex, tout terrain. Toujours. Tant que je peux parler ballon, moi je suis content. Désolé, j'ai fait tomber, j'ai un petit truc pour caler mon téléphone. Voilà, là c'est mieux comme ça. Du coup, comme je vous le disais, on va démarrer tout de suite par la rencontre qu'il y a eu hier pour cette 32e de finale de Coupe de France. Encore une fois, on va vraiment dire un mot rapide parce que l'écart était trop important entre les deux équipes. Tout d'abord, Yacine, qu'est-ce que tu as pensé du match globalement? On va surtout s'arrêter sur le match de Xavi Simons, sa première titularisation. Il a joué devant, enfin au poste de Di Maria, même s'il était un peu partout. Et il a fait plutôt une bonne prestation, même si en face, il n'y avait pas le niveau espéré. Mais pour une première, on a vu des choses intéressantes, Yacine. Tu veux que je sois court? 3-0, voilà, stop. Rien à dire de plus. Merci, on va passer au sujet suivant. Grosse analyse. Ah, mais oui. En fait, on attendait parce que ça fait plusieurs semaines qu'on réclame un peu de temps de jeu pour les jeunes. On voulait voir ce que ça pouvait donner. Alors,
quand on aura mis tout de côté National 3, etc. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans son activité, mais surtout dans sa simplicité. Voilà, je trouve qu'il n'a pas abusé. Il n'a pas essayé de surjouer ou de se montrer absolument. Il a été plutôt simple dans ce qu'il avait à faire. Voilà, il a montré les qualités qu'on voit, qu'on connaissait pour ceux qui suivent les U19, etc. Je trouve qu'il a montré aussi du caractère. C'est toujours un peu, même si c'est une Nationale 3, toujours un peu spécial quand tu es jeune. C'est un peu à double tranchant. Soit tu veux trop en montrer, soit tu es en dedans parce que tu es un peu stressé. Voilà, moi je l'ai trouvé bon, voire très bon parfois. Par exemple, sa passe sur Dagba. Alors, c'est encore une fois, c'est toujours pareil parce que quand tu entends les commentaires, tu as l'impression que c'est une passe extraordinaire. Mais bon, on va se calmer. C'est On bien. connaît ta passion pour Dagba, Yacine. Non, non, c'est même pas Dagba, c'est vraiment, tu sais, c'est toujours. Non, non, justement, c'est pas la passe Dagba, je parlais de la passe de Simons. Quand, Quand il fait le dédoublement, d'accord, ok, ouais, oui, oui. voilà, quand t'écoutes un peu, ah, t'as vu, c'est extraordinaire, bon, on va se calmer, c'est du jeu, il a respecté le jeu, il est bien positionné, il enchaîne rapidement, il met un bon ballon dans la course. Voilà, il a été bon. Et c'est ce qu'on attend. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait le voir contre une adversité un peu plus forte. Et je pense malgré tout, comme j'ai dit depuis plusieurs semaines, c'est des joueurs qui méritent du temps de jeu. Alors encore une fois, le temps de jeu, c'est pas un cadeau qu'on te fait, hein, faut le mériter, mais moi je pense qu'il y a quand même des choses à voir. Voilà, après c'est le coach qui décide, hein, de toute façon. Oui. JB, même question sur le match de Xavi Simons, comment tu l'as trouvé? C'est vrai que maintenant on a envie de le voir face à une équipe avec un peu plus d'adversité. Mhm. C'était un peu facile hier, mais tout de même, il a été sérieux. Il a participé aux actions qui menaient au but. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as envie de le revoir, toi aussi, un peu plus en deuxième partie de saison, JB? Bah moi j'aurais aimé d'abord le voir avant ce match-là. Ouais. Moi je l'ai trouvé à son niveau, je l'ai surtout trouvé fidèle à ce qu'on attendait de lui. Il a été précis sur les passes. Bon, il a manqué un peu de justesse dans les frappes. Après, il a apporté ce qu'on attendait d'un joueur en Coupe de France face à une N3. Tu le disais Yacine, hein, il a respecté le jeu, il a été à la hauteur finalement des autres. Il n'a pas déjoué, il n'a pas été écrasé par la pression, il a été finalement fidèle à ce qu'on attend d'un joueur du PSG qui entre alors qu'il n'a pas l'habitude de jouer. On aurait pu avoir beaucoup plus de pression. Après, il faudra le voir effectivement sur des matchs de championnat. Je pense qu'après la marche est peut-être un peu haute pour le voir ailleurs. On verra bien. C'est bien que Pochettino pour une fois se réveille et se rende compte que en période de Covid de surcroît, il y a des jeunes qui sont capables de prendre des places et qui peuvent jouer 30-40 minutes. Bon, après, j'ai envie de dire que c'est pas Messi, mais ça, on en parlera après. Exactement. Globalement, Alex, sur la politique sportive des jeunes au PSG, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas énormément de chance, à part en début de saison où il manque toujours un peu de monde, donc on les fait participer. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, on peut pas dire que les jeunes du PSG se soient fait une place. C'est très compliqué dans un club comme le PSG, Alex. Alors, c'est cool. En plus, toi, t'es pas du tout supporter du PSG, donc c'est un œil extérieur. C'est intéressant aussi d'avoir ton avis là-dessus, mais un peu compliqué pour les jeunes au PSG, Alex. Hein. Bah, comme d'hab, j'ai envie de dire, c'est quand même assez historique ça au PSG, que ce soit assez compliqué pour les jeunes de percer en équipe première. Bon, t'as évidemment quelques contre-exemples, les Kimpembe, Mamadou Sakho à une certaine époque, voilà, Rabiot. Mais pour combien qui sont laissés sur le carreau ou obligés de s'exporter à l'étranger, donc c'est absolument pas nouveau. Et par rapport à cette saison, je trouve que c'est d'autant plus compréhensible que le PSG n'a pas un fond de jeu très établi, pour être très poli. On sent qu'il y a un équilibre assez fragile. C'est pas le moment de lancer des jeunes. C'est pas le moment. Là, pour le coup, je vais plutôt défendre Pochettino. Normalement, tu fais ça quand tu es hyper dominant, quand tu as un plan de jeu bien établi et que les jeunes peuvent rentrer facilement sans que ça n'impacte le collectif. Là, c'est pas le moment. Pochettino, on sait qu'il est déjà plus ou moins sur la sellette. Il peut pas se permettre de tenter ce genre de pari. Je peux comprendre, surtout que Xavi Simons, c'est un joueur un petit peu hype. Il y a un empressement de la part des supporters de le voir enfin jouer. D'autant qu'il me semble que je ne suis pas les équipes de jeunes, mais de ce que j'entends, il fait plutôt des bonnes performances, il me semble, en équipe de jeunes. En U19, oui. En Youth League aussi, il a fait des belles prestations. Hein. Voilà, puis voilà, il a un look, il a un nom un petit peu stylé. Forcément, ça met une petite hype. Mais pour le coup, je comprends tout à fait. Là, t'es au Paris Saint-Germain, t'es dans une équipe, voilà, qui a du mal à être équilibrée. C'est pas le moment de lancer un petit jeune, en plus un jeune assez créatif, assez frêle.
c'est pas le moment. D'autant plus, il y a Yacine, qu'on sait qu'il est dans sa dernière année de contrat, Xavi Simons. Il y a des discussions en ce moment pour le prolonger. Alors, aux dernières nouvelles, ça semblait compliqué parce que il pense que son avenir est bouché et il veut quand même quelques garanties avant de prolonger. On parle même peut-être même d'un prêt pour qu'il puisse, soit cet hiver ou l'été prochain, à condition qu'il prolonge. Même si c'est un profil, Yacine, qui serait quand même intéressant pour le PSG au milieu de terrain. Même si hier il a joué un peu devant, mais c'est un profil qu'on n'a peut-être pas et qui donner sa chance avec un peu plus de temps de jeu pour qu'il puisse s'habituer à cette équipe et pourquoi pas rentrer dans la rotation. Oui, c'est surtout un profil en fait qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'on l'a vu hier, il est droit, il peut jouer un peu plus bas dans les trois du milieu, il peut jouer en numéro 10. Donc déjà, c'est un profil intéressant, il n'est pas fixé à un poste et tu te dis en fait en gros, il y a une place pour lui là ou pas. Voilà, il peut s'adapter et tu peux le mettre à plusieurs postes. Donc oui, c'est plutôt intéressant. Après, c'est toujours pareil, c'est que en plus là, encore une fois, le PSG se réveille entre guillemets au moment de la fin du contrat. Donc c'est le joueur qui est malgré tout en position de force. Après, on sait très bien, oui, l'idée du prêt, sauf qu'on est en janvier. Si tu le prolonges aujourd'hui, tu n'as aucune certitude qu'un club va te le prendre en prêt. Parce qu'il y a toujours les histoires de salaire, etc. à prendre en compte ou pas. Est-ce que c'est le PSG qui paye, etc. Donc voilà, c'est toujours compliqué avec le PSG au niveau des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, hein, parce qu'on parle de Simons, allez, Garbi et Michu, mais en vérité, il y a 7 ou 8 jeunes qui ont des contrats pro au PSG et qui ne jouent pas du tout. Voilà. Donc, et on voit bien qu'ils n'ont pas pu être prêtés. Parce que tu as aussi des clubs de Ligue 1 qui pourraient être intéressés, mais le problème, c'est que tu n'as pas non plus de certitude, puisqu'ils n'ont pas de temps de jeu en pro. Voilà, donc les prêts, oui, ça peut être une solution. Après, moi, on revient toujours à la même chose. Tant que tu n'as pas un club partenaire ou satellite, c'est très compliqué pour le PSG d'utiliser ces jeunes. Voilà, il va peut-être falloir un jour se réveiller là-dessus. Voilà, c'est dommage parce que je pense malgré tout qu'avec un peu de temps de jeu, c'est des joueurs qui ont quand même une belle marge de progression. Après, encore une fois, moi, j'ai jamais dit que c'était des futurs cracks, hein. Bien sûr, bien sûr. On le saura jamais. Enfin, on le sait pas aujourd'hui. Il faut toujours que tu vois ce que ça donne au niveau professionnel. Mais voilà, c'est dommage. Ah ouais, bah, en club satellite, il y a Monaco qui travaille, je crois que c'est avec le Cercle de Bruges, hein, si je me trompe pas, c'est une sorte de club satellite. Longtemps, le Paris Saint-Germain a aussi voulu avoir son club satellite. Ils ont prospecté, pardon, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique. Puis ça n'a jamais abouti. Il me semble qu'il y avait eu aussi il y avait même eu une histoire avec Leeds, mais on n'entend plus parler. Le rachat de Leeds par QSI. Pour l'instant, écoutez, c'est en stand-by. D'autres jeunes sont entrés hier. Il y a eu El Shaddai en défense centrale qui est rentré, le petit Michu, le petit Garbi aussi qui est rentré. Donc ça a permis de leur donner un petit peu de temps de jeu. Alors encore une fois, voilà, on va pas faire un débrief tactique de ce match, ça n'aurait pas de sens. Le PSG s'est qualifié assez facilement avec un doublé d'Mbappé et un but d'Icardi sur penalty, et le PSG rencontrera le club de Vannes, qui n'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Je vais peut-être essayer d'aller les voir. C'est pas très loin de Nantes. Je vais voir si je peux aller voir mon équipe. Je pense qu'on a fait le tour, hein, sur le match. Encore une fois, il n'y avait pas grand chose à dire vu la différence d'écart entre les deux clubs. On va passer à un tout autre sujet, et c'est les graves incidents qui sont passés vendredi au stade Charletti pour la rencontre PFC Paris Football Club contre l'Olympique Lyonnais. Et il y a eu quelques heures après les événements, quelques infos qui ont circulé. Comme quoi il y aurait des ex-supporters du Paris Saint-Germain. Alors moi, je ne sais pas si on parle d'ex du Virage Auteuil, d'ex de Tribune Boulogne. C'est bien parce qu'on a Jean-Baptiste Guégan avec nous, qui était invité par le Paris FC, pardon, pour ce 32e de finale de Coupe de France. Je vais te lancer dessus, JB, d'abord ce que tu as vu. Explique-nous déjà ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, et est-ce que effectivement tu as pu voir des ex-supporters parisiens, et ensuite je vous demanderai votre avis, Alex et Yacine. Bah, moi, ce que j'ai vu déjà, c'est des choses absolument inacceptables dans un stade, et des enfants apeurés, des gamines pleurant, des familles hurlant qu'on leur ouvre les portes pour sortir. Et très honnêtement, quand on voit le nombre d'incidents
depuis le début finalement du championnat, et plus exactement depuis qu'on a réouvert les stades, ça pose de vraies questions. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que moi j'étais à côté du CUP, à côté du COP, c'est d'habitude, à côté du COP du PFC. Il y avait les anciens du PSG qui étaient là, puisque je les ai reconnus. Certains portaient, par exemple, des bobs du PSG, etc. L'ambiance était très bonne, c'était très sympa. Le match était plutôt agréable. En plus, le PFC a marqué en premier. Oui, parce qu'en première mi-temps, JB, on rappelle qu'en première mi-temps, il n'y a pas eu trop d'incidents. Ah, mais il n'y a rien eu. Les incidents ont eu lieu pendant la mi-temps. Alors, ça a commencé un peu avant. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième minute, il s'est passé quelque chose. On a commencé à voir la tribune en face agitée. Moi, j'étais du côté donc du PFC, et j'avais des potes à moi qui étaient du côté des Lyonnais, qui étaient en plus supporters lyonnais, comme quoi. Et à partir de la 30e minute, ça a commencé à bouger. C'était assez surprenant parce qu'on a commencé à voir les bad guns, et puis a priori c'était Lyon 1950 qui était en train de bouger gentiment. On a commencé à avoir des mouvements dans la tribune, et puis il y a eu l'égalisation de Lyon à la 44e minute. Là, ça s'est un peu échauffé, et puis la mi-temps est arrivée. Et en descendant pour aller voir mes potes, j'ai vu les fumigènes en face, j'ai vu un mouvement dans la tribune, et moi je faisais le tour. J'arrive vers mes potes livides. Je leur demande ce qui se passe, et ils m'ont dit c'est simple, on s'est fait charger par les gars de Lyon. Et bien on a vu des gars cagoulés qui ont provoqué les Lyonnais. Alors après, savoir qui c'est, ça je peux pas te le dire, j'en sais rien. Puis de toute façon ils étaient cagoulés, donc voilà. Ah ouais. Il y a eu une provocation. Les Lyonnais ont réagi de la pire des manières, c'est-à-dire que déjà qu'ils étaient chauds, a priori un petit peu trop alcoolisés, ils ont franchi une barrière de plexiglas d'1,50 m, ce qui, quand on sait qui sont les ultra lyonnais, m'apparaît assez irresponsable. Et puis là, on a vu le reste, c'est-à-dire on a vu une gestion des flux qui n'était pas maîtrisée. Nous, on a vu des stadiers avoir peur. On a vu la sécurité au moment de se déployer reculer. Et moi, j'ai pris le premier mouvement de foule. Alors, on connaît les stades tous. Donc, tu vois, tu t'écartes, tu vois les gens qui n'ont pas l'habitude, qui pleurent, qui crient, qui hurlent, qui courent. Toi, tu te décales. On est remonté dans la tribune sur le côté pour voir ce qui se passait. On a vu là les Lyonnais en train de faire ce que toutes les images ont montré, c'est-à-dire aller charger les gens, passer au-dessus et y aller à coup de ceinturon. Donc là, tu te dis qu'il faut partir. Il y a eu 2 bombes agricoles dans l'intervalle. Et là, on s'est dit que le match allait pas reprendre. Ensuite, on a vu les gens arriver sur la pelouse. Et ça a commencé à s'exciter de l'autre côté aussi. Parce que forcément, quand tu attaques des familles et que tu as des gens qui pleurent, les gens réagissent. Et là, nous, on a fait pression sur certaines personnes pour qu'ils ouvrent les portes du stade et qu'on puisse sortir. Donc, on a fait sortir des enfants. Par exemple, nous, on a amené 2 familles avec des gosses qui étaient en larmes. Ces images-là, pour des gens qui ont connu le PSG à la mauvaise époque, qui ont connu les années 80 aussi avec le Hazel et puis Hillsborough, qui ont connu tout ça, c'est des images insupportables. Et surtout, derrière, le pire, ça a été la cacophonie. Parce que le président du PFC et Olas n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il y a eu quasiment 40 minutes pour prendre une décision. Et ce qu'on voit, après Nice, après un classico que moi j'avais fait du côté marseillais, était compliqué. C'est rare que j'ai peur dans les stades. Mais là, honnêtement, ça fait 2 fois de suite. Ça calme gentiment. Je suis assez surpris, moi, de l'état du foot français aujourd'hui. Et on a vu des niveaux de violence qui sont intolérables. Et les solutions qui sont proposées, type plan Le Prou, ça apparaît quand même assez limité intellectuellement. Et ce qu'on voit, c'est une déresponsabilisation complète de tous les acteurs qui essaient de rejeter la faute sur les uns et les autres. Il y a un vrai problème de violence, il y a un vrai problème d'ultra à Lyon, il y a un problème de gestion du stade au PFC, mais c'est un stade de Ligue 2. Je comprends pas, par exemple, que... moi, j'étais très surpris du peu d'encadrement du match, parce qu'on en avait parlé la veille avec des potes, et notamment des potes journalistes. Je comprenais pas que ce match n'ait pas été classé à haut risque. On sait c'est vrai que c'est... Ouais. Mais même le déplacement des supporters lyonnais après les incidents qu'il y a eu entre Lyon et Marseille, et c'est vrai, et je vais te poser la question aussi, Alex, est-ce que tu comprends, toi, déjà, qu'on ait autorisé le déplacement des supporters lyonnais peu de temps après les incidents qu'il y a eu face à Marseille, où je rappelle qu'un supporter avait jeté une bouteille d'eau sur la tête de Dimitri Payet. Le match avait été interrompu au bout de 3 minutes sur un corner côté marseillais. Toi, en plus, qui a une émission sur Twitch où tu parles de la Ligue 1, donc évidemment, au moment où il faut valoriser cette Ligue 1, au moment où une star comme Lionel Messi vient en Ligue 1 pour aussi faire la promotion de ce championnat qui est assez mal vu par les 4 autres gros championnats, pardon.
qui est souvent décrié ou traité entre guillemets de Farmer League. Tout ça, ça va pas dans le bon sens, Alex. Hein. Alors, je pense que les incidents comme cela ont toujours existé, déjà premièrement. Je pense qu'aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention, on en parle beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui font que, mais ça n'a rien de nouveau. J'ai l'impression que les gens découvrent la violence dans les stades, ça n'a rien de nouveau. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on amplifie le phénomène et qu'on traite ça comme si c'était une nouvelle épidémie, alors que c'est quelque chose qui a toujours existé. Là, certainement que on y fait encore un petit peu plus attention après la fermeture des stades pendant une longue période. Donc forcément, voilà, on est un petit peu plus braqué sur les supporters et on se dit, oh, regardez, ils ont pas arrêté de pleurer de pas pouvoir regarder les matchs et maintenant qu'ils y sont, ils font n'importe quoi. Mais ça a toujours existé. Est-ce qu'il aurait fallu interdire les supporters lyonnais de déplacement? Non. Je ne pense pas. Je ne suis absolument pas partisan des sanctions collectives. Je trouve que ça n'a absolument aucun sens. À Lyon, c'est un débile qui a envoyé une bouteille sur Payet. C'est pas la tribune ultra qui a envoyé la bouteille sur Payet. Ce n'est pas le capot des ultras qui a commandé à ce qu'un quelqu'un envoie une bouteille d'eau sur Payet. D'ailleurs, on l'a très vite vu, les responsables ultras sur les mettre une grosse paire de gifles au mec qui a fait ça. Donc, moi, je pars du principe que tu n'as pas à sanctionner tout un public pour ça. Par contre, là où je suis très d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste juste avant, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Il y a un problème au niveau de la sécurité qui est beaucoup trop light dans les stades. C'est à chaque fois on tombe des nues. Enfin, je suis désolé, mais comment ça se fait que dans tous les nouveaux stades, on n'ait plus aucun filet de sécurité? Enfin, ça a toujours existé. Même dans. Là, il y a des mesures qui ont été prises, Alex. Hein. Tu sais que maintenant, je crois que ça va être obligatoire les filets de protection. Mais parce qu'il a fallu qu'il y ait les débordements à Nice. Voilà. C'est ça. S'il n'y avait pas eu les débordements à Nice, on l'aurait pas fait. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que tu as l'impression que la guerre a commencé avec ce truc à Nice, mais ça a commencé avant. Rongier qui se mange aussi un projectile et qui se retrouve avec la bouche totalement tuméfiée. Ça aussi, mais ça on en parle moins. Je sais pas pourquoi tout le monde veut focaliser sur Nice. Bon, soit pourquoi pas. Il y avait eu aussi les joueurs parisiens à Marseille. Hein. Tu l'as dit, Jean-Baptiste, c'était compliqué aussi sur certains corners. Neymar, moi j'étais dans l'axe où Neymar prend des bouteilles, clairement. Voilà. Donc, les jets de projectiles, ça existe depuis toujours en France, mais depuis toujours. Et c'est seulement maintenant qu'on se dit, ah tiens, il faudrait mettre des filets de protection dans nos super stades, super protégés, super sécurisés, soi-disant. Enfin, il y a un moment donné, c'est aussi au club de se réveiller, au club de prendre leurs responsabilités, mais aussi aux instances d'avoir un véritable barème de sanctions, parce que là, à chaque fois qu'il y a un débordement, on se dit, ah, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors ? On attend la réaction de la ministre des Sports pour savoir s'il faut faire des sanctions collectives ou des sanctions individuelles. Enfin, c'est quand même pas normal. C'est souvent le choix effectivement de la punition collective qui est choisi parce que c'est le choix de la facilité, Alex. Oui, puis ça donne cette impression qu'on prend des mesures fortes, alors que pas du tout. C'est complètement de la facilité. Surtout, moi, le monde ultra, je le connais. J'en ai fait partie pendant mon adolescence. Bon, j'étais pas hooligan ou quoi que ce soit, mais j'ai fait partie d'un groupe, et en plus d'un groupe assez sulfureux, la BSN 85, la feu BSN 85. Et je connais ces gens-là. C'est un groupe de quel club, si tu peux préciser pour les gens qui Nice, pardon, de l'OGC Nice. Je le savais, mais c'était surtout pour les. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de gestes débiles dans les stades, les gens qui sont les plus extrêmes dans les stades, ce sont des gens qui n'en ont strictement rien à faire du foot. Ils s'en foutent royalement que leur club finisse 4e plutôt que 3e, qu'ils finissent 12e plutôt que 10e. C'est le dernier de leurs soucis. Pour eux, le football, le stade n'est qu'un défouloir. C'est eux qu'il faut viser. C'est eux qui doivent prendre des sanctions exemplaires pour calmer tous les autres. Demain, si on a un supporter qui prend du ferme pour une agression sur un joueur, ça va calmer les autres. Ça va calmer les autres débiles parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, non, j'ai peut-être pas envie d'aller en tôle juste pour faire le mariole dans un stade. » Mais que son club prenne un point en moins, qu'il prenne des amendes et 3 huis clos, qu'est-ce que ça change à sa vie, sincèrement? Oui, parce que lui continuera à venir au stade et c'est plutôt le club qui prendra les sanctions. Mais c'est vrai que Yacine, c'est un problème qu'on connaît bien au PSG. Il y a eu le plan Le Prou en 2010.
On a eu beaucoup de problèmes. Alors nous, c'était un peu spécial parce que c'est deux groupes de supporters du même club qui se foutaient sur la gueule, Yacine. Il y a eu des débordements dans les années 90. Ensuite, la première décennie des années 2000, ça a été une catastrophe. Il y a eu des morts. Beaucoup ont repris cet argument après les événements au Stade Charletti du plan Le Proux. Donc, comme le disait Alex à l'instant, privilégier plutôt la sanction collective. Mais on a vu finalement que même si le plan Le Proux a permis d'apaiser l'enceinte du Parc des Princes et le retour des familles sans danger, mais on a vu aussi que beaucoup ont été exclus des stades de manière injuste parce que c'était vraiment une punition collective. Hein. Virage Boulogne, virage Auteuil, on sort tout le monde alors qu'on savait qu'en vérité ça concernait peut-être de chaque côté une centaine de personnes qu'il fallait cibler et peut-être interdire de stade à vie. Ils ont préféré prendre le chemin de la facilité et punir les deux tribunes. Donc ça a créé beaucoup de frustration et surtout pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, avec le retour partiel du collectif Ultra Paris, il y avait quasiment plus d'ambiance, quoi. C'était vraiment un stade à l'anglaise, Yacine. Donc c'est quoi la solution si on peut pas punir de manière collective? Est-ce qu'il faut absolument que les stades s'équipent avec beaucoup plus de vidéosurveillance pour pouvoir traquer les imbéciles qui agissent de manière violente? Est-ce qu'il faut être radical et refaire une sorte de plan Le Proux pour, notamment à Lyon, parce qu'on sait que chez les Badgones, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est plutôt politisé comme tribune et l'ombre de l'extrême droite plane au-dessus de ces supporters. Et je crois que d'ailleurs, Alex, même à Nice, hein, je pense il y a ce genre aussi d'énergumènes. Je sais pas si tu peux. Il y en a il y en a dans tous les stades de France. Il y en a dans tous les stades de France. À Nice, on a cette réputation parce que Nice, c'est connu comme une ville de droite. Ce n'est pas une ville d'extrême droite, c'est pas Béziers. Il n'y a jamais eu un maire d'extrême droite à Nice, tout ça. Donc bon, il y a beaucoup de clichés aussi. Si tu regardes les groupes de supporters à Nice se revendiquent tous apolitiques. Après, il y aura toujours 2-3 débiles qui auront le bras qui les démange. Ça, d'ailleurs, ils ont été tous, pareil, très sanctionnés, que ce soit par le club, par les groupes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas revendiqué à Nice. Voilà. Et puis à Paris, on a eu des bandes de skinheads, donc c'est un sujet qu'on connaît très bien. Donc voilà, Yacine, hein, j'ai fait une petite aparté avec Alex, mais je te laisse la parole. Ouais, je vais commencer par le dernier point politique. Il y a un club qu'on oublie souvent, mais il ne faut pas croire, c'est Marseille. On parle jamais de Marseille, on a l'impression que Marseille c'est le melting pot, multiculturel et tout, mais renseignez-vous sur ce qu'étaient les tribunes de Marseille dans les années 80, vous allez voir si c'était apolitique ou s'il n'y avait pas des mecs d'extrême droite, etc. Donc il faut arrêter ce cliché, effectivement, on a dit Alex, en vérité, c'est dans toutes les tribunes, parce que en fait le foot c'est aussi un reflet de la société, et il y a des pays où ça se passe plus, en Italie ce sont des tribunes politisées, voilà, c'est comme ça. C'est dans la culture aussi du football malgré tout, parce que c'est un sport populaire, et populaire ça veut pas dire de gauche, hein. Populaire ça veut dire populaire, quoi. Donc déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que effectivement sur ce match de vendredi, il y a un problème, c'est que Charletti n'est pas un stade de foot. Déjà quand tu peux traverser un stade du sud au nord et de l'est à l'ouest, c'est qu'il y a un problème. Voilà. La troisième chose c'est que en France le statut et les compétences des stadiers, c'est pas un métier reconnu. Donc en fait, on a des gens qui sont là, je te dirais, voilà, on t'appelle, on te dit ouais, est-ce que tu es dispo samedi? Oui, ok, bah viens faire stadier. Voilà. Donc déjà, c'est quand même stadier, c'est un vrai métier. Hein. Il faut être capable de gérer les mouvements de foule, il faut être capable de gérer des énergumènes, il faut être capable d'intervenir dans une tribune, parce que c'est ça, stadier, c'est pas juste s'asseoir au bord de la pelouse, regarder la tribune et attendre le coup de sifflet final et rentrer chez soi. Sauf qu'en France, c'est ça. Donc les mecs ne sont pas formés, ne sont pas prêts. Voilà, en Angleterre, il n'y en a pas autant qu'en France, mais en fait, les mecs sont formés. Donc ça change tout. Et ça, c'est un autre problème. Ensuite, pour revenir encore sur le match de vendredi, l'entrée. Alors pourquoi ça a bougé à la demi-heure de jeu? C'est parce que les Lyonnais sont arrivés en retard. Oui, alors c'est ça, ils sont arrivés à la 29e minute dans leur parcage. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, on commence à apprendre qu'il y avait peut-être des supporters du PSG, etc. autour, qui étaient là parce qu'il y avait une rencontre prévue. Alors, il y a une chose, c'est que on a beaucoup tapé sur les Lyonnais. Malgré tout, quand on vient dans un stade et qu'on est prêt à avoir une cagoule
c'est quand même qu'on a prévu quelque chose, à mon avis. On ne peut pas dire que c'était pas prémédité. Enfin, voilà. Voilà. Donc, après, le problème, c'est que oui, on est en train de vivre en fait un engrenage depuis le début de saison. Je pense que c'est plus ça, comme l'a dit Alex, ça a toujours existé, mais en fait, je pense que là, c'est la multiplicité des choses. C'est pratiquement chaque week-end. On a encore eu aussi à Nîmes un match arrêté. Alors celui-là, il a repris, mais il a quand même été arrêté un petit moment en Coupe de France ce week-end. Je pense qu'il n'y a pas de réelle solution parce que, en vérité, par exemple, en Angleterre, quand ils ont assaini, entre guillemets, les tribunes, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils se donnaient rendez-vous en dehors des villes et ils se tapaient. Voilà, ça existe toujours, les fights. Hein. Oui, ça existe toujours. Évidemment. Donc, et puis, après, c'est entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, et puis il y a des phénomènes d'hooliganisme dans les divisions inférieures en Angleterre. Alors, parce qu'on parle souvent de la Championship et de la Première Ligue, mais il faut savoir que 3e division, 4e division, on peut remonter comme ça. Il y a énormément d'incidents en Angleterre lors de ces matchs-là. En fait, assaini le haut pour l'image, pour vendre le championnat, mais oui, ça se passe ailleurs. Après, il y a quelque chose d'assez hypocrite dans toute cette histoire, c'est qu'au final, Jean-Baptiste, tu sais certainement que tu pourras confirmer mes propos, mais à la base, le football a été inventé par les Anglais, il a été développé par les Anglais, mais pour quelle raison? C'est pas juste pour le sport, c'est pas juste pour le beautiful game, c'est aussi pour permettre de canaliser la violence des gens. Ça a été créé pour être un défouloir. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui que c'est un défouloir, ça a été créé pour ça. Maintenant, il faut prendre des mesures pour ne pas que ça aille trop loin. Que ce soit de la violence verbale, que ce soit du chambrage ou des chants ou des banderoles, des trucs comme ça. Ça, à la limite, vaut mieux pas l'enlever. Ça peut paraître. Ça fait partie de la culture des jeux, ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore, et surtout, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Il y a des gens je veux dire, on n'est pas dans une société toute rose. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça et qui ont besoin d'avoir le stade pour se lâcher et pour ne pas avoir justement à contrôler et à être tout le temps politiquement correct. On l'est déjà au quotidien. Mais par contre, évidemment, ça n'excuse pas la violence. Là, la violence, évidemment, le racisme, ces choses-là, évidemment, sont à bannir. Et c'est là qu'on est censé avoir de la responsabilité de la part des clubs, des instances, avec des mesures qui soient déjà établies, qui devraient être établies déjà depuis des dizaines d'années, pour que ces dérapages, pour que ces débordements soient très rapidement sanctionnés et fassent passer l'envie aux autres de faire pareil au match suivant. C'est tout. Juste, je laisse Yacine finir son propos et je te donne la parole, JB. Donc après, le problème, c'est que je vais aller dans le sens d'Alex. Que font nos instances, en fait? Alors, on est sauvés, les gars. On va interdire les bouteilles en plastique. Donc, c'est bon, tout est réglé. Ah ben, on est sauvés. Ah oui, non, là, c'est bon. Le problème. On va mettre des gobelets en carton biodégradables, des petites pailles en carton, tout va bien. Voilà, donc, tranquille. Donc, en fait, c'est le parti d'Écologie Les Verts, en fait, qui fait les mesures... Mais tranquille, hein, en juillet, parce qu'évidemment, en cours de saison, comme il y en a qui ont utilisé les bouteilles, on ne peut pas interdire les bouteilles tout de suite. Donc en juillet, tranquille, mais on va y arriver, on est sauvé. Il faut écouler les stocks d'abord. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que on a des incompétents et surtout des gens incapables de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont peur de tout. Voilà, c'est ça la vérité. Quand les présidents, à chaque événement ou incident, prennent toujours un peu parti pour leurs supporters, c'est parce qu'ils ont peur. À un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Les sanctions, évidemment, les sanctions collectives, personne ne peut être pour. Parce que on l'a connu déjà à l'école, voilà. Un mec qui fait, une personne dans la classe qui fait une connerie et toute la classe qui est punie, mais il n'y a pas plus injuste. Voilà. Et ça déresponsabilise le fautif. Mais exactement. Donc, évidemment qu'il y a des moyens aujourd'hui, les caméras, etc. On le sait, les entrées au stade sont nominatives, on sait qui est là, on sait, voilà. Donc à un moment donné, tout ça, il faut prendre tes responsabilités. Et je pense que le barème des sanctions, il doit être pas cadeau, genre bon la première fois, machin. Il faut être intransigeant et très sévère tout de suite. Et comme l'a dit Alex, évidemment que sur 50 personnes qui sont prêtes à foutre la merde, s'il y en a un qui se fait attraper et qui fait 6 mois de prison ferme, bon, tu vas peut-être pas calmer les 50, mais il y en a au moins 40 qui vont se dire, bon, ok, là, on va se calmer. Donc, il va en rester 10, et puis au fur et à mesure, il va plus en rester. Parce que personne n'a envie d'aller faire de la prison pour un match de foot, quand même. Voilà, après, c'est aussi une question de discours. Je pense que les présidents ne sont jamais, et quels qu'ils soient, à la hauteur. En fait.
Dans les discours, il y a toujours un peu on minimise, on essaie de trouver des responsables, on essaie de trouver des excuses. Tu vois, comme là, l'histoire, dès le vendredi soir, on a dit attention, c'est partagé, ces trucs. À un moment donné. Non, en fait, Yacine, les présidents de club, quand tu les entends parler, tu as l'impression d'entendre des hommes politiques. En fait. Mais bien, Quand bien ils sûr. sont en campagne électorale et quand ils veulent séduire leur complètement. électorat, ils sont toujours dans cette posture de langue de bois, d'essayer de protéger d'abord leurs intérêts, ensuite de défendre leurs supporters contre les autres supporters. Et d'ailleurs, tu l'as dit, les premiers mots de Jean-Michel Aulas, c'est les responsabilités sont partagées. Les torts sont partagés. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible. D'abord condamne tes supporters. Et puis après, en dernier lieu, tu pourras peut-être dire oui, mais aussi il y a eu la sécurité, il y a eu les tribunes qui étaient mal gardées, etc. Mais tu veux pas arriver quand tu vois ce qui s'est passé. Il y a quand même des supporters lyonnais qui ont balancé des fumigènes sur des familles. Ils auraient pu brûler un enfant, ils auraient pu blesser des gens. C'est très grave ce qui s'est passé. Et c'est vrai que tant que tu seras dans la posture du petit boutiquier à défendre tes petits intérêts, on n'avancera pas. Ça, c'est sûr. Alors, c'est Après, c'est on peut se mettre radical. aussi dans la peau des présidents. Alors, attends, Alex. Soit on est radical, comme ça s'est passé avec le PSG, avec le plan Le Prou. Mais encore une fois, on sait que c'est pas la solution parce que ça concerne un tout petit groupe de personnes. Soit il va vraiment falloir prendre le problème à bras le corps et commencer à désigner les responsables de manière individuelle, prendre des sanctions lourdes. Vous parliez de prison, il y a aussi l'interdiction de stade avec pointage au commissariat qui est très très dur à supporter. C'est très, pas très facile. Lourd, hein. C'est pas facile quand vous avez 3 ans d'interdiction. Mercredi et samedi, c'est. Ouais, mais ça existe depuis longtemps et ça calme personne au final. Ouais, mais en tout cas, la personne qui le vit. Limite, il y a une espèce de fierté à être IDS. Ah, je suis pas sûr qu'au quotidien, les mecs soient fiers d'aller à chaque fois parce que tu peux plus partir en vacances, tu peux plus. Ah oui, t'es obligé d'organiser ta vie autour de ça, quoi. C'est-à-dire, s'il y a 2 matchs par semaine, les 2 matchs, t'es obligé d'aller. Ouais, mais ça n'a jamais calmé la violence dans les stades, les IDS au final. Peut-être qu'on n'en donne pas assez. C'est peut-être aussi ça. Mais pour revenir sur les présidents. Allez, un dernier mot de chacun et on passe au dossier Messi. Pour revenir sur les présidents, alors évidemment, c'est sûr qu'on aimerait avoir des discours de leur part beaucoup plus tranchés et qui assumeraient beaucoup plus et qui n'auraient pas peur d'aller se confronter à leurs propres supporters. C'est aussi ce qui avait été reproché à Jean-Pierre River après les incidents contre Marseille. Mais après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que, encore une fois, tu peux pas te mettre tout un groupe de supporters à dos parce que tu as 3 débiles qui ont fait n'importe quoi. Sachant qu'après, ça va être très très compliqué de gérer ton club. Tu vas dégrader tes relations avec un groupe de supporters qui est quand même un contre-pouvoir dans un club. Ça va être très très compliqué après par la suite de bosser tranquillement. Donc je peux comprendre également qu'il y ait ce côté un peu politique chez les présidents. Après, il y a un juste milieu à trouver. C'est vrai que, par exemple, Jean-Michel Aulas qui dit les torts sont partagés par rapport aux derniers événements. Bon, là, effectivement, c'est quand même compliqué. Ou même par rapport à Lyon, quand on entend, mais je crois pas que c'était Aulas qui avait dit ça, Payet a branché les supporters aussi, c'est un peu de sa faute. Alors que le mec, tout ce qu'il a dit, c'est j'ai fait une cure au kiwi pour préparer ce match. Bon, je suis désolé, il y a un moment donné, il y a des limites à la politique, quoi. Non, moi, ce que je vois là-dedans et ce qui pose un vrai problème, c'est le clientélisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, je suis d'accord avec toi, tes ultras, c'est ceux qui font l'annonce de ton stade, c'est ce qui permet de vendre et de remplir. Si t'as pas les ultras, tu vas pas au stade parce que t'as pas l'expérience dans sa totalité. Donc, en tant que marchand d'un spectacle sportif, ouais, tu dois avoir ce discours policé. Maintenant, tu dois faire un truc aussi, c'est que tu dois considérer tes ultras aussi, et là, je vais choquer les autres, enfin, je vais en choquer probablement certains, comme des clients. C'est-à-dire que ton client, il accepte aussi de respecter certaines règles. Et en l'occurrence, tu es censé donner ton nom. Là, en l'occurrence, c'était Lyon qui était chargé de la sécurité de son parquage. En tant que visiteur, ils avaient sous-dimensionné le dispositif. Ils connaissent tous les mecs qui sont partis puisqu'ils ont l'obligation de les lister. Et alors, le côté ultra indépendant, je rigole parce que c'est pas vrai. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que Aulas veut pas le faire pour une raison très simple. C'est que derrière, il sait l'image que ça va entraîné auprès des supporters. Rivière a fait la même chose. Moi, je rappelle juste un truc. Au PSG, c'est simple, quand il y a eu le plan Le Prou, pourquoi il y a eu le plan Le Prou? C'est parce qu'à un moment donné, au-dessus du ministère de l'Intérieur, on a dit le club disparaît. Oui, tu fais bien de le rappeler parce qu'on a eu la chance, JB, c'est vrai, de rencontrer Romain Le Prou. Rencontrer Romain Le Prou à l'occasion de l'écriture du livre sur les 50 ans du club. Et en gros, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait, il avait le couteau sous la gorge. C'est ça où le club disparaissait. Et il y a une grosse pression politique sur ça. Lyon, en ce moment, est à ça. Là, clairement, on aurait pu avoir un gosse blessé. Et là, clairement, la vindicte populaire, politique, médiatique aurait été simple. Lyon, vous fermez la tribune et vous allez dissoudre des groupes d'ultra.
Là où moi je suis surpris, c'est que, c'est à la justice de faire. Aujourd'hui, la justice, elle prend un peu trop de temps. Les IDS fonctionnent, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il y en a moins de 50 par an, et c'est pas suffisant. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, Mousse. La deuxième chose, c'est que la justice, c'est bien. À un moment donné, il faut aussi que les forces de police soient présentes. Moi, les CRS, je les ai vus à l'extérieur du stade et pas à l'intérieur, ce qui m'a étonné. J'ai pas été le seul à être surpris par ça. Ils ont mis du temps à rentrer. Mais on avait vu le même problème à Marseille ou à Nice. Et il y a une autre chose qui est aussi à considérer, c'est que tu peux pas tout faire dans un stade. Tu dois être capable de respecter une sorte de réglementaire, sinon on va avoir la même premiumisation qu'en Angleterre, tu vas tripler le prix des billets et tu vas exclure les gens. Et tu vas transformer ça en théâtre. Ah, ça va être le nouveau théâtre des rêves. Mais c'est le PSG aujourd'hui. Regardez les prix des places au PSG. Ça joue aussi. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est quand on voit Noël Le Graët qui vous parle d'incidents, on a des familles qui se sont pris des coups de ceinturon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui s'est passé vendredi, c'est très très grave. Hein. C'est vraiment très grave. Et surtout, c'est l'image à l'international. On est sur une Ligue 2 qui est clairement pas dimensionnée pour recevoir des clubs de Ligue 1. Avec, honnêtement, ils étaient quoi? Ils étaient moins de 100. Si vous n'êtes pas capable de parquer 100 personnes en période Covid, en vigilance écarlate, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un niveau du J-Pirate très élevé, honnêtement. Après, il faut rappeler, JB, que le Paris FC n'avait jamais. C'est la première fois qu'il remplissait en Ligue 2, il joue pas à guichet fermé. Hein, mais c'est un problème. Qu'est-ce que fait la Ligue? Enfin, là, en l'occurrence, c'était la Fédé, mais qu'est-ce que fait la fédération? Normalement, tu dois avoir un service qui doit aider les clubs à ça, tu dois avoir un dimensionnement. Et aujourd'hui, on a une faille institutionnelle. Après, il y a des responsabilités individuelles, il y a des responsabilités collectives, et aujourd'hui, on voit toujours pas la sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quoi comme solution? On a le fait d'arrêter de mettre des bouteilles en plastique, super, bravo. On a derrière le fait de donner des cartes aux supporters pour les tracer avec un placement aléatoire. On va casser l'ambiance dans les stades, alors que c'est ça qu'on va chercher dans les stades. C'est la proximité, le fait d'être avec ses potes, ou le fait de rencontrer des gens. C'est l'expérience stade. Mais il faut aussi préserver ça. Et je trouve que là-dessus, des clubs comme Lyon font pas l'effort que nous, à Paris, on a dû faire. À Nice, ils ont le même problème. Il y a d'autres clubs qui ont fait cet effort-là. Nantes l'a fait en son temps, à une époque, Saint-Etienne aussi. Cette responsabilisation-là, il vaut mieux que le monde du foot le fasse. Hein. Parce que après 2022, une fois que la campagne présidentielle sera terminée, les mecs, ils n'hésiteront pas une seconde. Si ça se reproduit, ils taperont. Non, mais je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Tu voulais ajouter un mot, peut-être, Yacine, pour conclure sur les problèmes en tribune. Bon, déjà, je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire que les sanctions collectives, c'est dépassé et il faut surtout pas faire ce qu'a fait. Il faut surtout pas revenir à ce qu'a. Voilà, faut pas revenir à ce qu'a fait le président Leproux à l'époque parce que c'était trop injuste et que c'était une solution de facilité d'exclure tout le monde au lieu de régler véritablement le problème. Et je tenais aussi à souligner que les supporters parisiens depuis quelque temps sont vraiment exemplaires. On entend peu d'incidents sur les supporters parisiens. Hier, ils étaient encore en déplacement dans le nord de la France. Tout s'est bien passé. Donc voilà, un petit salut à eux et continuez à faire vivre les tribunes en chantant, en soutenant votre équipe. Et c'est très bien que vous soyez éloignés de toutes ces violences. Tu voulais ajouter peut-être un dernier mot, Yacine? Ouais, c'était juste dire que pour ceux qui ont connu le parc, au plan Leproux et les 3-4 années qu'on suivit, franchement, c'est une catastrophe. Voilà. T'allais au stade, il n'y avait pas un bruit, tu t'emmerdais. C'est-à-dire que même Paris qui gagnait 4-0, tu t'ennuyais, quoi. T'avais plus d'ambiance à Monaco. C'est le président Nasser El Khelaïfi qui a demandé à ce qu'on fasse revenir les ultras. Je crois que c'était en 2014, première fois, c'était je crois que c'était un match face à Bordeaux. Et il y avait eu 300 ultras qui étaient autorisés, c'était un test. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Et puis après, on l'a vu, quand tout le monde est revenu dans le virage Auteuil, même les déplacements en Europe, ça s'est toujours bien passé. Et même en Angleterre, on a été à Manchester, on a été à Liverpool, on a été partout, à Chelsea. Et il n'y a jamais eu aucun souci. Et même parfois, les clubs, certains supporters anglais rendaient hommage aux ultras du PSG de la manière qu'ils avaient de supporter leur équipe pendant 90 minutes. De toute façon, on va suivre. Je pense qu'il y aura d'autres événements, je pense, avant la fin de saison. Donc, on va essayer de suivre ça. Mais c'était important qu'on en parle parce qu'on a vécu ça au PSG avec le plan Leproux. Donc, voilà, on n'aimerait pas que ça se reproduise pour d'autres clubs. Allez, on va passer au troisième, au dernier débat. On va faire un petit bilan. Un petit bilan sur la première partie de saison de Léo Messi. Alors hier, il n'était pas présent, il a été laissé au repos, au même titre que Marquinhos, Gueye et Achraf Hakimi.
Mais c'est vrai que on peut se poser la question sur le bilan de la première partie de saison de Lionel Messi. Et ce qui nous a poussé à faire le débat, c'est en fait la vidéo que tu as faite, toi, Alex, en une petite vidéo de moins d'une quinzaine de minutes, où tu exposes tes arguments. Selon toi, c'était pas une bonne idée de prendre Messi au Paris Saint-Germain. Tu as développé, je crois, 3 points. Si tu peux nous les rappeler dans ta vidéo, Alex. Oui, effectivement, le fait que Lionel Messi ne répondait pas aux besoins du PSG, même un Lionel Messi en forme, même si on oublie voilà ses premiers mois compliqués, même un Lionel Messi en forme, le PSG n'en avait pas besoin. Et je reste foncièrement persuadé que si le PSG aujourd'hui avait un véritable projet sportif, une véritable idée à moyen terme, pas parler de trop long terme non plus, parce qu'on est au PSG, il y a des moyens et il y a des objectifs très élevés à très court terme, donc on va pas non plus exagérer. Mais s'il y avait une véritable idée de développement à moyen terme, tu aurais été en mesure l'été dernier de te dire, OK, Messi est peut-être dispo, c'est peut-être très joli sur le papier, mais on n'en a pas besoin. On n'en a absolument pas besoin. Aujourd'hui, notre créateur au PSG qui est là, à qui on dispense de tâches défensives, c'est Neymar. Dans une équipe normalement constituée, tu en as un comme ça. Tu ne peux pas te permettre d'avoir 2 joueurs comme ça qui ne vont pas courir en phase défensive. Et encore que, on va quand même saluer Neymar qui, je trouve, court beaucoup plus maintenant que Messi est arrivé. Il faut le souligner tout de même. Mais quand bien même, ça ne suffit pas. Neymar, ce ne sera jamais un milieu relayeur, ce ne sera jamais quelqu'un qui va courir pendant qui va courir 13 km pendant un match. Donc déjà, il y a une question d'équilibre qui est assez évidente. Tout le monde n'arrête pas de le rappeler, le fameux 7+3 de Thierry Henry. C'est exactement ça, c'est pas un cliché, ça c'est évident, ça saute aux yeux. Après, il y a le problème de Pochettino. Donc ça, c'était le premier point sur le fait que le PSG n'avait pas forcément besoin de Messi cet été. On est d'accord. Hein. Là, tu passes au deuxième point, donc Pochettino. Maintenant, Messi est là. Messi est là. Très bien. Messi est là. Deuxième point, Pochettino. Ça fait 1 an qu'il est là maintenant, c'est ça. Il est arrivé pareil. Il est arrivé en décembre, janvier. Voilà, c'est ça. Il arrive en décembre, janvier. Qui aujourd'hui, vous qui suivez, vous suivez beaucoup mieux le PSG que moi, même si j'en bouffe quand même pas mal des matchs du PSG, même sans être supporter. Qui voit aujourd'hui où veut en venir Mauricio Pochettino? Moi, ça fait 1 an, je ne vois pas où il veut en venir. Je ne vois pas quelle est la ligne directrice. Un coup, il va jouer en possession, un coup, il va jouer en transition. C'est toujours sur un rythme très plat. Déjà, quand je regardais les matchs à la télé, ça me choquait. Là, il n'y a pas longtemps, pour PSG Nice, je suis allé au parc, j'ai vu ça. En plus, j'étais à une place assez proche du terrain. Vraiment, c'était scandaleux. Alors oui, de temps en temps, tu as quelques actions où là, ça accélère. Tu dis, ah, ça y est, enfin, un petit frisson. Mais ça retombe très, très vite. Et quand tu vois ce que veut faire entre l'idée globale de Pochettino que je ne comprends pas et l'utilisation des joueurs que je ne comprends pas, forcément, j'ai des circonstances atténuantes pour Lionel Messi. Voilà. Évidemment, je fais une vidéo pour expliquer la situation d'échec de Lionel Messi, mais je n'ai pas fait une vidéo pour critiquer Lionel Messi, pas pour dire regardez, il est nul, il est pas si fort que ça. C'est bon, ce genre de débat pas cassable, moi ça m'intéresse pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Et moi, quand je vois aujourd'hui Pochettino qui se dit en 2021 avec un Messi de 34 ans, je vais le faire jouer ailier droit avec Achraf Hakimi derrière, qui est déjà hyper offensif, je me dis où est-ce qu'on va? Comment tu peux faire un truc pareil? Moi, je ne comprends pas. Messi, tu sais très bien que maintenant, c'est plutôt un joueur d'axe. Soit tu le mets dans un rôle de numéro 10, soit tu le mets dans un rôle de faux neuf. Et au moins, il se retrouve dans des zones beaucoup plus proches du but, où son accélération sur quelques mètres va suffire pour faire la différence. Mais tu lui demandes plus de faire des grands sprints. Tu peux plus lui demander ce genre de choses. Ça y est, ça c'est terminé. Il faut se rendre compte que le niveau physique de Lionel Messi, et pas que cette saison, est redescendu d'un cran. Je veux dire, c'est évident, même à Barcelone. C'est pour ça qu'il y a cet argument, oui, Messi marche. Bien sûr que Messi marche, mais c'est pas nouveau. Messi fait ça n'a jamais été déjà un gros travailleur en phase défensive, mais depuis ses 30 ans, tu vois clairement que ce qu'il fait, c'est qu'il s'économise pendant un match pour pouvoir, sur 3, 4, 5 actions durant le match, faire la différence.
Et Alors, après, Alex, il y a le problème si tu de veux Lionel bien, Messi lui-même qui n'y arrive pas, tout simplement, qui n'y arrive pas. Et là, bon, bah là, je pense que ça, c'est plus une question de temps, une question d'adaptation. Même si moi, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, Mousse, bah, c'est compliqué d'être compatissant avec Lionel Messi à ce sujet-là, parce que tu as 34 ans, tu as 7 ballons d'or, tu as une expérience de malade mental. Me dire que tu as besoin d'un temps d'adaptation pour t'adapter à notre bonne vieille Ligue 1, je veux bien qu'elle soit un peu plus fermée que la Liga espagnole, mais tout de même, t'es Lionel Messi. On a fait, même s'il n'a pas coûté d'argent en termes d'indemnité de transfert, il y a quand même un véritable investissement qui est fait par le PSG en termes de salaire, en termes de prime à la signature. On attend des résultats tout de suite. Il a 34 ans. On peut pas lui demander 1 an, 2 ans avant de nous donner du grand Messi. C'est impossible. alors Alex, tu as cité tes 3 points. On va Ouais. en débattre tout de suite avec Yacine et Jean-Baptiste. Je te donne la parole, Yacine, sur le premier point. En gros, c'est est-ce que le PSG avait réellement besoin de Léo Messi? Et là, on parle vraiment purement du sportif. Et ensuite, je te donnerai la parole, JB, et on parlera aussi de tout ce qui est autour du sportif, c'est-à-dire l'internationalisation du PSG, la visibilité à l'international, le marketing, bien évidemment, les contrats de sponsoring qui sont venus s'ajouter aux autres depuis l'arrivée de Messi. Tu nous diras si en tout cas en termes à ce niveau-là, JB, si c'était intéressant de faire venir Messi. Mais tout d'abord, on va parler un peu de sportif. Est-ce que toi, Yacine, globalement, tu es d'accord avec ce que dit Alex? Est-ce que le PSG avait vraiment, réellement besoin de Léo Messi cet été? Non, et pour ceux qui nous écoutent depuis un petit moment, quand la rumeur est revenue en juillet et qu'on faisait les podcasts, on a bien expliqué. Oui, pour le marketing, l'histoire, l'image que ça t'amène, etc., dans le développement du PSG. Non, on avait déjà dit à l'époque, non, en termes de jeu, ça n'apportera pas. Et collectivement, si tu as déjà Mbappé, on ne savait pas s'il allait partir ou pas, mais en tout cas, il était là. Neymar, Di Maria, plus Messi, on avait dit que ça allait être un problème à faire jouer ensemble. Ça allait être un problème si tu fais des choix, parce que lequel tu vas sacrifier. Ouais. Ça allait être un problème dans ce que tout le monde réclame depuis maintenant 2 ans, l'équilibre de l'équipe. Donc, en fait, on a juste la preuve que c'est un problème. Voilà, c'est tout. Moi, qu'on ne me raconte pas d'histoire sur le fait que le PSG a 43 points sur 50 et qu'ils sont en 8e de finale de la Ligue des Champions. J'ai envie de te dire oui, ok, mais bon, Encore il heureux. n'y a pas de problème, mais c'est juste normal. Avec Donc, une équipe Il faut surtout dire, Yacine, que Pochettino avait déjà des difficultés à trouver un style de jeu ou peut-être à faire appliquer ses principes de janvier à mai de de la deuxième partie de saison, là où il arrive, où il remplace Tuchel. Il n'y a pas encore Lionel Messi et on décèle déjà qu'il y a un problème avec le coach qui n'arrive pas à faire jouer ensemble, ne serait-ce que Mbappé, Di Maria et Icardi et Neymar. oui, parce que comme on l'a expliqué 1000 fois, Mbappé a un profil. Encore une fois, il peut faire les deux. Hein. Il peut être dans une équipe qui joue haut, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit que quand ça jouait haut, on le verrait plus jamais. Sauf que, oui, si tu joues plus bas, on va parler en termes de chiffres. Si tu fais 5 matchs en bloc bas, il y a de grandes chances qu'Mbappé te marque 6 ou 7 buts. Si tu fais 5 matchs en bloc haut, il y a de grandes chances qu'Mbappé te marque 1 ou 2 buts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ces caractéristiques, elles ne correspondent pas, tu les exploites pas de la même façon, suivant où tu mets ton bloc. Mais c'est l'histoire du football. T'as des joueurs qui vont être très bons dans la possession, et le même joueur, tu vas le mettre dans une équipe de contre-attaquants, mais même au milieu de terrain. Et tu vas te dire, ah ouais, mais c'était lui qui était dans l'équipe. Bah ouais, c'était lui, ouais. Mais c'est juste qu'il parle pas le même football que les autres, et à ce moment-là, ça ne correspond pas. On peut prendre rapidement, même si sa carrière, c'est pas. Voilà. Thiago Alcantara, quand il arrive à Liverpool, tout le monde se dit, ouais, c'est quel Thiago? Alors déjà, bon, faut connaître sa carrière pour savoir que ça n'a jamais été non plus un joueur régulier. Mais de toute façon, tu vois bien qu'il était perdu parce que c'était pas son football. Là, ça va un peu mieux. C'est comme ça, les joueurs de foot, tous les joueurs ne correspondent pas à tous les styles de jeu, sinon ce serait trop simple. Donc voilà, donc je pense que, encore une fois, oui, côté marketing, le PSG a prouvé que là, il n'y a pas de problème. Et je vais répéter ce qu'on dit maintenant depuis des mois. Le jour où le sportif rattrapera le niveau du marketing, effectivement, je pense qu'on sera très très bien pour les 3 prochaines Ligues des Champions. Voilà.
Eh ben, on va y venir au marketing et puis on reviendra encore sur le terrain et sur ces questions d'adaptation. Ah, Euh, parce que quand même, Leonardo a dit hier que les et chiffres de j'allais Messi citer la, oui, étaient j'allais citer la. extraordinaires, que Que les faudrait chiffres étaient magnifiques. Et ouais, qu'on comprenait rien au football si on trouvait quelque chose à y redire. voilà. En Que fait, Non, mais c'est vrai. Leonardo, Un but, 3 passes et 5 passifs, dont 3 contre Saint-Etienne dernier du championnat. C'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. alors, surtout, et juste surtout, pour. attends, Attends, Yacine, juste non, pour juste la recontextualiser. phrase. Oui, non, mais Ah, après, je te d'accord. laisse finir. Je te laisse finir. C'est juste pour mettre dans le contexte, sinon les gens ne vont pas comprendre. Ouais. Leonardo s'est exprimé hier à la fois dans le JDD et chez nos confrères d'Europe 1. Donc, il a abordé tout un tas de sujets. Et évidemment, on lui a posé la question sur la première partie de saison de Léo Messi. Et lui a dit, en gros, comment vous pouvez critiquer Lionel Messi alors que Lionel Messi, si vous prenez tous les buts marqués du PSG depuis le début de saison, même s'il a mis un but, mais par contre, 80% des buts du PSG, c'est Mbappé et Messi, parce que selon lui, Messi a participé à quasiment tous les buts marqués par le PSG depuis le début de saison. Évidemment, ça nous a bien fait rire, c'était très drôle. Non, mais tu Mais sais là quoi? aussi, lui, il est dans son rôle de directeur sportif. Il est obligé quand même, parce que s'il dit que c'est un échec, bah, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied en disant, bah, pardon, j'ai déconné, il est nul. Il a mis Non, un mais il but aurait en pu dire un 4-5 truc du mois. style, ça va venir, laissez-lui le temps, c'est Lionel Messi, vous doutez bien qu'il a sous le pied, voilà, à la limite. Non, il a préféré nous traiter d'abrutis ou Non, mais d'imbéciles. Ouais. écoute, il y a une phrase qui est magnifique. Alors, il commence par dire les chiffres de Messi sont exceptionnels, Ouais, c'est d'accord? ça. Mais comme c'est un animal politique, parce qu'on le sait tous, écoutez bien la fin de la suite de la phrase. Avec Mbappé, ils ont marqué 80%, enfin, ils sont impliqués dans 80%. Ben, bien sûr, mais comme Mbappé, il est impliqué dans 70% des buts, tu peux lui mettre même Hakimi, ça fera 80%. Donc, il nous prend pour des cons encore une fois. Ben oui, et Exceptionnel. tu peux pas le contredire parce que comme il te met Mbappé dans la phrase, Ah, bien effectivement, sûr. les deux, c'est 80%. Ouais. Voilà, c'est Leonardo. Bon. C'est Leonardo, comme tu l'as dit. Jean-Baptiste, on a parlé un peu du sportif avec Alex et Yacine. Maintenant, sur le volet économique, première question, c'était très très difficile de refuser une arrivée de Messi pour le Paris Saint-Germain. Je dis bien pour le Paris Saint-Germain, quand on sait que l'année prochaine, il y a une Coupe du Monde au Qatar. Avoir le septuple Ballon d'Or dans son équipe au moment où le Qatar va faire la Coupe du Monde, pour eux, c'est quasiment inespéré. Donc, en termes sur l'image que va pouvoir apporter Messi au PSG, on est d'accord, Jean-Baptiste, au PSG, c'est un cadeau formidable à un an de la Coupe du Monde au Qatar. Tu peux même aller plus loin, hein, c'est un jackpot incroyable. C'est-à-dire que si sportivement, objectivement, aujourd'hui, Messi est pas performant, sur tous les autres indicateurs, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain. C'est le Beckham de 2022. C'est-à-dire, je suis allé regarder les chiffres hier soir, et c'est lunaire. C'est-à-dire que entre mai 2021 et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les derniers chiffres qui ont une semaine, le PSG a gagné 36 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et encore, Messi n'a pas Twitter. C'est-à-dire que on est passé devant la Juve, on est passé du 5e rang européen au 4e. Aujourd'hui, en termes de visibilité globale et de réputation, on est le top 3. On est dans le top 3 européen avec United et Madrid. Quand tu regardes le nombre de followers de Messi, et ça va expliquer aussi beaucoup de choses pour Ramos, vous allez voir. Messi, c'est 279 millions de followers. Donc il est déjà tout réseau confondu. Hein, tout réseau confondu, et il n'a pas Twitter. pas Ça veut dire que Messi, il pèse déjà 2 fois le PSG en termes de suiveurs. Si tu prends Ney, si tu prends Mbappé et que tu rajoutes Ramos, le PSG a 4 joueurs dans le top 10 des joueurs les plus suivis en décembre 2021. La seule raison pour laquelle Messi est venu, c'est l'augmentation de la surface globale du PSG en termes de visibilité, et ça donne des retombées. Alors, il y a les fameux chiffres qui sont sortis au moment où il est arrivé, il y a eu 1 million d'euros de maillots vendus en 3 heures. Il y a eu 3 millions de followers en 3 jours, en plus. Aujourd'hui, c'était multiplié par 10. Et puis surtout, derrière, il y a la revalorisation de l'effectif. L'effectif est passé à quasiment 1 milliard. On a 997 millions d'euros sur la valeur de l'effectif. Quand tu regardes derrière avec le Ballon d'Or, ça a repris. Et puis surtout, derrière, qu'est-ce que ça a entraîné ? Revalorisation des droits télé à l'étranger. Il y a des pays qui n'avaient pas les droits de la Ligue 1 qui les ont pris. Souvenez-vous de Piqué, par exemple, qui s'intéresse aux droits de la Ligue 1. L'Espagne, l'Argentine.
Et puis vous avez des sponsors. Vous avez Crypto qui au départ devait être un sponsor de second rang qui est arrivé, qui a mis entre 25 et 30 millions d'euros. Nike qui a augmenté finalement sa participation. Et pour un sponsor comme Accor, donc vous savez le fameux sponsor maillot All, le programme All, on estime que depuis l'arrivée de Messi, en termes de retombées médiatiques, ça correspond à 82 millions d'euros d'investissement publicitaire. Ça veut dire que l'arrivée de Messi, simplement pour All, ça représente 2 fois son salaire annuel. Concrètement, Messi, à partir du moment où il a signé, il était déjà rentabilisé. C'est comme Neymar. Hein. Neymar, sur la première année, il rentabilise quasiment 2 ans et demi de son contrat. Ces joueurs-là, aujourd'hui, ne sont pas achetés pour leur performance sportive. S'ils performent, c'est la fête. Ramos. Mais en l'occurrence, s'ils ne performent pas, c'est pas grave, parce que tous les autres indicateurs sont ouverts. Ça marche pour le PSG, en tant que marque globale. Ça marche pour le merch. Regardez par exemple le nombre de maillots vendus et le nombre de personnes dans Paris qui se baladent avec le numéro 30. Alors qu'on a quand même eu du Mbappé, on a eu du Neymar, etc. C'est sans commune mesure. Et puis pour Qatar 2022, vous achetez Messi avec le PSG, vous êtes sûr qu'il va devenir votre gentil ambassadeur. Et comme gentil ambassadeur, il sera présent avec Ney et avec Kylian. Or, vous avez les 3 meilleurs joueurs des 3 sélections qui potentiellement peuvent briguer le titre suprême. Le Brésil, l'Argentine, la France. Je pense que Kylian sera déjà au Real par contre. Hein. Alors, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que on peut se dire aussi que le recrutement de Messi, il vient aussi compenser potentiellement le départ de celui qui doit aller au Real théoriquement, et qu'aujourd'hui, la seule question qui va se poser pour le Qatar, c'est est-ce que c'est intéressant, même avec un contrat stratosphérique d'1 an, de garder Mbappé jusqu'au mondial. Vraisemblablement, ça va être compliqué. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Messi et Ramos, parce qu'on oublie toujours Ramos. Ramos, quand il arrive avec 48 millions de followers. Alors là, j'ai un raisonnement qui est qui repose sur l'image, sur le market, etc. Mais le recrutement de Ramos et de Messi, oh là là, c'est jackpot. Quand vous regardez... Jean-Baptiste, on est bien d'accord que le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, ne pouvait pas refuser cette opportunité. Ne serait-ce que pour l'augmentation de la visibilité à l'international, l'apport des réseaux sociaux, etc. Je vais donner c'est pas le Paris Saint-Germain qui peut pas refuser, c'est le Qatar. Oui, c'est le Qatar, pardon. Oui, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est lié pour le PSG en tant que marque. Non, mais la nuance, c'est ça, c'est que si t'es supporter, tu dois quand même être énervé de voir que après tant d'années, tu n'es toujours pas un projet sportif. Enfin, je suis désolé. Quand tu vois, par exemple, ce que propose le groupe Red Bull avec ses équipes, avec Salzbourg, avec Leipzig, où là, sans grande star, par contre, ils ont un projet sportif tellement carré, une identité de jeu tellement marquée, où tu te dis, regarde les résultats qu'ils arrivent à avoir, ils arrivent à surperformer quasiment chaque année grâce à leurs bonnes idées, alors que pourtant, on est clairement dans un projet marketing à mort. Mais c'est bien fait. Parce que c'est le sportif qui vient nourrir le marketing. Tu vois, Red Bull a les moyens, s'ils veulent, de se payer Messi. Hein. Le projet Red Bull, il est différent parce que ça concerne déjà plusieurs clubs dans plusieurs continents. Alors c'est vrai ce que tu dis sur l'identité de jeu, etc. On est tous d'accord. On sait comment travaille Red Bull. C'est juste un peu différent comparé c'est 2 projets totalement différents, bien sûr. Voilà, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, la question que j'ai pour vous deux, Alex et Yacine, c'est que dans le fond, on dit, c'est vrai pour le sportif, on n'avait pas besoin de Lionel Messi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Simplement, Alex, non, je vais commencer par Yacine. Quand on est coach et qu'on s'appelle Pochettino et en plus qu'on est argentin, est-ce que vraiment tu as ton mot à dire? Est-ce que Pochettino aurait pu être celui qui a dit non à Messi? C'est quasiment impossible, Yacine. Ouais, c'est déjà impossible. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ne l'auraient pas compris. Mais je pense surtout que en dehors de ça, de toute façon, il n'avait pas son mot à dire. Et c'est ça le pire. Bah oui, parce que. Comme souvent avec les coachs du PSG. Voilà, c'est-à-dire que c'est même pas, il n'y a pas eu de discussion et se dire, est-ce que tu as envie, est-ce que tu te sens prêt à gérer et tout. C'est que de toute façon, tu n'as même pas ton mot à dire. Alors, effectivement, et puis Yacine, même pire, il peut même pas démissionner en disant non, moi j'en veux pas, je démissionne parce que c'est un aveu de faiblesse en disant je m'appelle Pochettino, je suis pas capable d'entraîner Messi, je préfère. C'est comme s'il avait peur, en fait, tu vois. Non, mais bien sûr. De toute façon, ton image, elle aurait été égratignée par beaucoup de gens qui n'auraient pas compris, en gros, comment tu peux refuser le meilleur joueur du monde, comment tu peux dire que tu peux pas le gérer, etc. Alors que c'est, bon, malgré tout, même si, ok, il y a tout ce qu'on dit autour, c'est quand même ton métier d'être entraîneur. Tu es quand même payé 9 millions d'euros par an pour ça. Donc, à un moment donné,
si t'es pas capable de gérer un vestiaire et si t'es pas capable d'avoir le meilleur joueur du monde, c'est que bon, tu t'es peut-être trompé de métier ou peut-être de niveau de club. Voilà, ça c'est autre chose. Mais moi, je voulais revenir sur un truc, c'est ce qui est intéressant là-dessus, sur tout ce qu'a dit JB, etc. C'est que moi, je pense qu'en fait, le Qatar, alors, s'est trompé sur deux choses. La première, c'est que ils ont, parce que rappelez-vous du discours de début sur le centre de formation, etc., et sur l'identité de jeu, etc. Je pense que le Qatar, en fait, n'a pas réussi à lier les deux. Et qu'à un moment donné, le marketing a pris le dessus. Maintenant, à la décharge du Qatar, il ne faut pas oublier que la Ligue 1, au moment où les Qataris arrivent, jusqu'à aujourd'hui, plus l'histoire des droits télé, etc. En fait, le Qatar, ils doivent générer l'argent qu'ils vont dépenser. Donc, il fallait bien développer le marketing en urgence. Quand le Qatar arrive, le budget du PSG, c'est 120 millions d'euros. Bon, déjà. Quand le Qatar arrive, il n'y a pas encore le fair play financier. Hein. C'est quelques années après. Hein. Oui, oui. Au tout début du projet, ils n'avaient pas ce problème-là. Voilà, mais le début du PSG, quand le Qatar arrive, le budget du PSG, c'est 120. Ça monte vite à 220, 250, et rapidement, il y a le fair play financier qui arrive. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, c'est l'idée que je m'en fais, et j'espère que on va plutôt vers ce cas-là, c'est qu'il fallait installer la marque en termes de budget, et en fait, l'opportunité Messi, elle vient t'installer définitivement là-dessus. Tu es désormais connu dans le monde entier, tu génères l'argent, tu as gagné encore des sponsors, malgré tout, c'est très important. Ton budget, il est à 600, 650 au minimum, tu vois. Et à côté de ça, tu es quand même en train de construire un centre sportif et donc de formation exceptionnel autour de 250 millions d'euros à Poissy. Et pour moi, c'est l'idée que je m'en fais. Et on en a parlé la semaine dernière. Il y a l'idée de la Coupe du Monde, c'est une première étape. Il fallait installer la marque PSG, il fallait la développer, il fallait qu'elle soit désormais reconnue. Et je pense qu'il y a un truc qui est très, 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 très révélateur. C'est le nombre de joueurs de NBA qui sortent avec le survêt du PSG, des entraînements, etc. Ça veut dire que là, en fait, tu as installé ta marque. Désormais, la marque, avec le partenariat Jordan, elle est installée. J'espère juste qu'en fait, c'était la première étape du truc parce qu'il fallait générer de l'argent. Je rappelle que les droits télé en Angleterre, c'est 3 milliards. Voilà, donc bon, à un moment donné... 3 milliards, non, c'est pas 3 milliards. Ah si. C'est 3 en domestique et c'est 2 de plus à l'étranger, c'est-à-dire que c'est 5. Moi, j'étais resté à un peu moins, enfin non, à 2 milliards et quelques, 2 milliards 2. Regarde combien un club comme West Ham va être racheté là, par un repreneur tchèque. Voilà, on est sur 800 millions bien sûr pour acheter West Ham. Hein. Ok, d'accord. Ouais, non, voilà. Parce que justement, en fait, les droits télé sont tellement énormes. Des 2 milliards. D'accord. Voilà, donc je termine là-dessus. Donc pour moi, j'espère en tout cas, c'est donc cette première étape. Tu as installé, maintenant, l'image est connue, Paris, machin, les survêtes, le marketing, les maillots. Désormais, avec le centre, etc., tu passes à la deuxième étape où on va être plus proche du sportif parce que tu n'as plus besoin en fait de te faire connaître. Voilà, tu es presque au maximum malgré tout. En fait, ce qui va te faire gagner des trucs maintenant, c'est les titres. Tu vois, comme le Real, c'est-à-dire que le Real, même s'ils n'achètent pas de stars, avec 13 Ligues des Champions, tu es installé en haut de la pyramide. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Yacine? En gros, je récapitule. Hein. Il y a eu une décennie de 2010 à 2020. On va dire aller même jusqu'à 2022, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar pour installer la marque, donc générer des revenus pour pouvoir continuer et pour pouvoir rester dans les clous du fair play financier. Et est-ce que selon toi, peut-être qu'on ira vers une deuxième partie où on va plus s'axer, maintenant que le PSG est installé et reconnu parmi les grands clubs européens, une deuxième décennie où là, on va axer sur le sportif. Mais il y a un détail qu'on oublie, c'est que cette année, on risque de perdre Mbappé. Et c'est vrai que le PSG, quand tu perds un joueur, voilà, quand ils ont perdu Ibrahimovic, il y a eu une année de transition, ils sont partis chercher Neymar. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris qu'ils se sont plantés sur le fait de donner, par exemple, les plus gros salaires à Messi au lieu de faire d'Mbappé ton projet central. Si tu perds Mbappé, est-ce qu'ils risquent pas encore d'aller chercher encore un nouveau joueur pour redémarrer le projet et peut-être retomber dans leur travers pour essayer encore de vendre des maillots? On parle d'Erling Haaland, on parle de plein de joueurs, même si pour moi Haaland ne viendra pas au PSG, j'en suis quasiment persuadé. Mais est-ce qu'on risque pas, avec la perte d'Mbappé, de repartir justement, au lieu de réaxer tout sur le sportif, de repartir encore sur la recherche de la nouvelle pépite, du joueur que tu vas mettre en avant, ta tête de gondole?
Ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que j'ai une lecture un peu plus pessimiste que Yacine là-dessus. Effectivement, je pense que la priorité du Qatar sera toujours son image. On le sait, le Qatar a investi dans le PSG pour son soft power, a investi dans le PSG pour son image. Ce sera toujours la priorité. Euh, que que ce fut une nécessité sur les 10 dernières années, effectivement, de faire tout ce travail d'image, de marketing pour aider également le PSG à s'asseoir parmi la table des grands. Je veux bien l'entendre, je veux bien l'entendre. Et effectivement, encore une fois, le marketing, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais ça n'empêche pas de créer un véritable projet sportif. Tu aurais très bien pu en fait créer un véritable projet sportif et en même temps développer ton marketing comme tu l'as très bien fait. Ça, effectivement, c'est la grande réussite de ce Paris Saint-Germain. Et me dire que maintenant que Messi est là, que Neymar est là, que Mbappé va bientôt partir, maintenant, ça y est, c'est la phase 2 du projet. Maintenant, on va passer au sportif. Je trouverais ça même très bizarre de te dire, je vais sacrifier le sportif pendant 10 ans juste pour le marketing. S'ils ont réellement pensé comme ça, c'est très grave. En soi, ce serait très 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 grave. Je pense qu'on peut voir le PSG se recentrer sur le sportif dans les saisons à venir parce qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être en avoir marre d'empiler les stars Ah oui. et de ne rien gagner, enfin de ne rien gagner, de ne pas gagner la Ligue des Champions. Là, oui. Si par contre vous gagnez la Ligue des Champions à court terme grâce à ça, par contre je pense qu'on continuera toujours avec ce projet All-Star, on fait du mercato d'opportunités, c'est ce qu'a fait Leonardo, hein, et c'est ce que fait Leonardo d'ailleurs depuis son retour. C'est du mercato d'opportunités. Ah Ramos, ouais bah ouais c'est sympa. Bon il est blessé depuis un an, ok, mais c'est pas grave, on le tente quand même. Messi, ouais ok, il est plus tout à fait au même niveau, on en a pas vraiment besoin, mais bon c'est Messi, on le tente quand même. Et on fera pareil parce que des opportunités, il y en aura toujours en fait. Il y aura toujours des opportunités. Puis faire du mercato d'opportunité quand tu es un petit moyen club, oui, je veux bien l'entendre, mais quand tu es le Paris Saint-Germain, je suis désolé, tu as les moyens de ne pas faire du mercato d'opportunité. Tu as les moyens de choisir parfaitement tes profils. Tu as les moyens, tu as la compétence. C'est ce que Ralph Rangnick dit. Ralph Rangnick, le nouveau coach de Manchester United, Ouais. l'argent aide à mettre en place une philosophie. Ça n'achète pas la compétence, ça n'achète pas les idées. Et ça, le problème, c'est le problème des Leonardo 2.0, hein, parce que le Leonardo du premier passage était très bon. Le Leonardo qui fait franchir des paliers, qui arrive à attirer des stars comme Zlatan, qui t'apporte en termes de professionnalisme, qui t'apporte justement cette exigence du très haut niveau, même en dehors du sportif. Quand tu vas faire venir du Thiago Silva, quand tu vas faire venir même des Cavani, des Lavezzi avec ce réseau italien, il bosse très bien sur ce premier passage. Il investit correctement. Là, c'était déjà plus concret. Là, aujourd'hui, je suis désolé. Ce que fait Leonardo en termes de choix, c'est ce que n'importe qui ferait dans sa partie football manager. Ah tiens, Messi est libre, dans 6 mois je le prends. Ah tiens, on pourrait peut-être essayer de relancer Florenzi. Florenzi, il était benché à la Roma. Faut arrêter. Ok, t'as réussi ton coup avec Bernat, mais ça va pas marcher à tous les coups. Je veux dire, à un moment donné, t'es censé réellement cibler. Hakimi Mendes. Comment tu peux te dire que Hakimi Mendes c'est une bonne idée si tu sais déjà que ton coach ne veut pas jouer à 3 derrière avec et 2 pistons? Tu prends pas. C'est pas la question de remettre en cause la valeur de ces joueurs-là. Nuno Mendes, moi, je suis régulièrement le championnat portugais. Je suis persuadé de sa valeur. C'est un très très bon jeune, c'est un très gros prospect, très bien. Mais c'est un piston. C'est un piston. D'ailleurs, on le voit en sélection portugaise. Dès qu'il joue dans une défense à 4, il est perdu. Hakimi, c'est un piston. On le sait. Tout le monde les voit, les matchs du Borussia Dortmund. On le sait. Donc moi, je ne comprends pas ce que veut faire Leonardo. Leonardo, il va chercher Pochettino, mais c'est pas pour bosser avec lui. Et Pochettino accepte de venir au PSG en sachant qu'il y a Leonardo qui a les pleins pouvoirs. Parce qu'il le sait très bien, parce que tout le monde maintenant, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Oui, mais c'est trop dur pour un entraîneur, c'est trop facile de tomber sur Pochettino, c'est trop dur pour un entraîneur de mettre en place ses idées, puisque de toute façon, c'est Leonardo qui va choisir les joueurs à ta place, qui te laisse pas bosser. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Tuchel. Oui. En Et même tout le temps, monde je le sait pense que Thomas Tuchel que est parti à cause de ça. Il le sait, Pochettino, quand il signe. Ben oui, Il c'est le ce que sait j'allais très dire. bien. C'est-à-dire que mais Pochettino sait en arrivant au PSG. Je pense que quand il a discuté avec Leonardo, il sait très bien qu'il n'aura pas la main mise sur le recrutement. JB, tu voulais ajouter un mot. Et ensuite, une dernière question, on n'a pas encore parlé. Après, je vous libère. C'était sur l'adaptation de Messi en Ligue 1. Vas-y, JB. Moi, ce que je vois avec le PSG, c'est qu'on le considère comme un club de foot. Aujourd'hui, c'est un actif stratégique. C'est-à-dire, il faut le considérer comme une entreprise qui agit et réagit au fur et à mesure des cours du marché, au fur et à mesure de l'évolution du marché du foot. C'est-à-dire que faut plus le penser comme un club de foot. Je donne un exemple. C'est aujourd'hui le PSG connaît le même syndrome que les Knicks. Les Knicks de New York, la franchise de basket. C'est-à-dire que vous avez la plus grosse valorisation, vous générez le plus d'argent en NBA,
mais vous gagnez pas. Et tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, ce qui est en train de faire le Qatar, c'est ça. C'est-à-dire se mettre dans une situation où l'objectif, c'est de créer un actif pérenne qui soit plus dépendant des investissements directs du Qatar. Et aujourd'hui, le club est autosuffisant, en tout cas quasiment. Et c'est là où moi je vais rejoindre Yacine, c'est qu'ils sont pas là pour faire un club de foot. Et on le voit au niveau de la gouvernance. Là où tu as raison, Alex, c'est que Leonardo, sur la première phase du projet, il construit le truc. Très rapidement, il y a une querelle de pouvoir au niveau de la com et avec le market. Et c'est Leonardo qui perd. Et très vite, il n'y a pas de présidence. Le président, il n'est pas là. Il n'y en a pas. Donc derrière, tu es comme une filiale d'un grand groupe et qui gère en fonction des relations politiques. Alors là, en l'occurrence, c'est à Doha et à l'intérieur du club. Et Leonardo n'a pas le pouvoir. Ça se voit. Le sportif n'est pas la priorité de ce club. Et on le paye, nous, en tant que supporters, en tant que suiveurs. Il faut regarder aujourd'hui le PSG comme on regarde les Lakers. Les joueurs ont le pouvoir. Ils ont amené que des pré-retraités. Ils se font taper par à peu près la moitié des équipes alors que ça devrait retourner tout le monde. C'est comme les Knicks. C'est là pour faire de l'argent. C'est là pour créer un actif qui a de la valeur, rapporter aux actionnaires. Et malheureusement, c'est plus un club de foot. Et aujourd'hui, ce qui nous surprend, c'est que c'est le seul club en France à fonctionner comme ça. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Dernière question, c'était sur un point qu'avait apporté Alex dans sa vidéo sur Messi, Yacine. Alex Yacine, il comparait l'adaptation par exemple d'un Cristiano Ronaldo, que ce soit à la Juve ou ensuite à Manchester, qui a plutôt réussi ses débuts à la Juve. C'est en termes de statistiques, en termes de buts, après en termes de trophées, c'est autre chose, notamment en Ligue des Champions. Et là encore, à Manchester United, quand il revient en championnat, il plante en Coupe d'Europe, etc. Quant à Messi, on a l'impression que il a beaucoup de mal, notamment en Ligue 1, à s'adapter. Et je trouvais que le parallèle n'était pas, j'allais dire pas tout à fait honnête. J'exagère, mais vous m'avez compris. Messi a été arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans, hein, Yacine, hein, tu me comprends si je me trompe. Donc il a fait toute sa formation et ensuite toute sa carrière de joueur. Est-ce que je peux quand même répondre un petit peu avant? Parce qu'en fait, tu Alors, prends juste, une partie de mon truc. Et il y a la vas-y. circonstance atténuante qui va avec que tu squeezes en fait. C'est ça le truc. Alors, est-ce que tu me laisses juste finir, puis après tu me diras si j'ai dit une bêtise. Voilà. Vas-y. Et je disais donc que c'est vrai que Messi, il a énormément de mal à s'adapter, et notamment en Ligue 1, mais c'est vrai que lui vient d'un club où il y a passé 20 ans. Donc je trouvais que c'était un peu plus difficile pour Messi de s'adapter dans un nouveau club. C'est le seul et unique second club qu'il a eu dans sa carrière, parce qu'il a joué à Barcelone. Et Ronaldo, qui a joué au Sporting, à Manchester United, ensuite Real Madrid, Juve et retour à Manchester United. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur l'adaptation de Messi, ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec Alex? Messi, c'est un grand champion, il a 7 ballons d'or. Est-ce qu'il faut vraiment 1 an pour s'adapter à la Ligue 1? Il lui faut 1 an, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que évidemment qu'il y a un temps d'adaptation obligatoire quand tu as passé 20 ans au même endroit, même plus, quand tu as joué dans un style de jeu et que tu, d'un coup, découvres un championnat différent, avec des qualités différentes et dans un autre style de jeu. Et en plus, une année où il y a... Alors, le PSG, ça n'a pas souvent été collectif, mais bon, il y a quand même eu des saisons où collectivement, c'était cohérent. En tout cas, il y avait une vraie ligne directrice. Et que cette année, t'es pas du tout collectif. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est des joueurs additionnés, débrouillez-vous, il se passera ce qui se passera. Évidemment. Et c'est pour ça aussi que je répète, moi, depuis le début de saison, que en dehors du système, dont on dit que normalement le 3-4-3 devrait être le plus adapté, c'est la position du bloc qui va aussi mettre Messi dans de meilleures conditions. Il joue en 3-4-3 et joue 30 mètres plus haut, tu vas voir que comme par hasard, Messi va sûrement être un peu meilleur. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas mon diplôme professionnel, donc peut-être que je dis des conneries. Hein. Mais voilà. Je rejoins Alex. Évidemment que la circonstance que tu peux amener, c'est qu'il y en a un qui a déjà bougé et l'autre qui bouge pour la première fois. Oui. Voilà. Malgré tout, Messi il a aussi joué en sélection d'Argentine, donc il a été aussi mis dans sa sélection. Non, mais quand je veux dire, c'est-à-dire que tu joues aussi. Et puis il n'a pas joué 20 ans sous Guardiola. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Après, peut-être que Ronaldo a plus de qualité pour pouvoir s'adapter à plein de styles de jeu.
par rapport à Messi. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Hein. Là, tu parles de Pas là à profil. dire. Ah oui, non, mais même moi, dans ma Non, mais vidéo, je voilà. fais pas de comparaison de niveau. Non, hein, non, non, c'est pas le but. Hein. J'ai vu la vidéo, Alex, il n'y a pas de problème. Non, non, mais tu vois, ça veut dire qu'il y a aussi, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des joueurs plus faits. Tu vois, par exemple, tu aurais mis un Xavi à l'époque dans une équipe de contre-attaque. Je suis pas persuadé que tout le monde aurait été en extase sur Xavi. Tu vois. Oui, Par contre, il y a des milieux de terrain, tu peux les mettre dans les deux styles et il n'y a pas de problème. Tu vois, par exemple, Goretzka, je pense que tu peux le faire jouer dans une équipe qui joue bas, qui joue haut. Voilà, il s'adaptera. Tu vois, c'est toujours pareil. Chacun a ses qualités. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Maintenant, je pense aussi que on a défensivement en France, il y a quand même un côté qui est beaucoup plus costaud qu'ailleurs. Et souvent, on l'entendait à l'extérieur parce que le championnat globalement est plus faible. Donc, on se disait, ah, le mec qui met 35 buts là-bas, il va arriver en France, il va en mettre 52. Mais ça se passe pas comme ça, le football. Hein. Donc c'est souvent le contraire même. Ouais, souvent, ouais. Voilà. Alors, Alex, tu voulais rectifier peut-être aussi réagir à ce que dit Yacine. Et après, non, mais tout ce que dit Yacine est très juste. Tout ce que dit Yacine est très juste. Et en fait, c'est plus ou moins ce que je dis aussi. C'est ça le truc. C'est que dans ma vidéo, toi, t'as tiqué sur ce passage où je dis que, effectivement. En fait, moi, ce que j'explique, c'est peut-être normal qu'il ait des difficultés, pour toutes les raisons, donc je vais pas paraphraser Yacine, mais c'est pas pour autant que c'est acceptable. C'est ça, en fait, le truc. Parce que quand tu es le PSG et que tu investis lourd sur un Lionel Messi, c'est pour avoir des résultats tout de suite. Tu ne peux pas te dire, ok, je prends Lionel Messi, pendant 6 mois, il va avoir des statistiques absolument faméliques, mais après, ça ira, et à la fin de la saison, même si à la fin de la saison, il a marqué 15 buts en championnat, on parle de Lionel Messi. C'est nul. C'est pas possible. Ah, je comprends. Bien sûr, et si et après, il y a donc il y a l'exigence vis-à-vis de l'icône Lionel Messi, du joueur qu'est Lionel Messi, mais en plus de ça, il y a aussi le temps. Il y a la question du temps et de l'âge. C'est-à-dire que, allez, admettons, on va attendre qu'il ait 35 ans, on va attendre encore une saison pour peut-être espérer qu'on ait un grand Lionel Messi qui nous claque 40, 50, 60 buts dans la saison, qui fasse des différences à tous les matchs, qui terrorise tout le monde. Surtout Alex, il y a aussi le risque, il y a aussi le risque qu'il se ménage en début de saison prochaine pour pouvoir être prêt et surtout pas blessé à Doha. Oui. Donc la deuxième saison de Messi, elle risque aussi d'être peut-être un peu tronquée. Est-ce que physiquement il va encaisser cette Coupe du Monde en plein milieu de championnat? Et puis après il y a un autre truc aussi, et alors là c'est plus une interrogation qu'une affirmation parce que je ne suis pas dans la tête de Lionel Messi, mais on le sait très bien. Et encore une fois, sans vouloir faire offense à vous, supporters parisiens, évidemment que le PSG a été un choix par défaut pour Lionel Messi et que s'il est au PSG ou même s'il avait signé à Manchester City, j'aurais dit exactement la même chose. Hein, non, c'est un choix du cœur, Alex. Je suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Un choix du cœur, c'était un rêve de jeunesse. Certainement. Je pense qu'il a kiffé le but d'Amara Diané. Depuis, c'était dans un coin de sa tête, c'est sûr. Et la montée de Sami Traoré. C'est la tradition argentine, c'est les Bianchi. Martin Cardetti, oui. Oui. C'était quoi? C'était l'oignon, son surnom. Non, ça c'est Cristiano Rodriguez, ça. Ouais, c'est Rodriguez. Ah, je crois que c'était. Alors Cardetti, il avait un autre nom. Je me souviens pas pour Cardetti. Je sais pas si c'est le pou en espagnol ou un truc comme ça. Il y avait un délire comme ça. Mais c'est vrai que l'oignon, c'était l'Uruguayen, c'était Rodriguez. Ouais. C'est ça. Donc moi, je me pose en fait aussi une question toute simple. C'est en fait, est-ce qu'il a vraiment envie? Elle est peut-être là, la véritable comparaison qu'on peut faire avec Ronaldo. C'est que Ronaldo, il signe dans un club, il y va, dans sa tête, c'est pour tout casser, pour taper encore des records. Dans sa tête, il peut encore soulever des ballons d'or, des Ligues des Champions. Il a encore la dalle comme s'il avait 20 ans. C'est pas une question de niveau, c'est une question de mentalité. Ouais. Lionel Messi, moi, quand je vois son body language, quand je vois ses performances, je me dis, ok, il est là, il continue d'exister. Mais il a gagné 7 ballons d'or, il a absolument tout gagné. Je le vois se plaindre du froid, je le vois se plaindre de la circulation dans Paris. Bon, il a raison. Mais ces déclarations-là, si c'est Rabiot qui les fait, on le détruit. Hein. Ah non, c'est clair. Un dernier mot, JB, c'est toi qui vas conclure ce podcast. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec ce que... Alors, laisse-moi, si je laisse conclure, juste un mot, que les gens, avant de commenter, on n'est pas en train de remettre en question la carrière de Messi, les gars. Ouais, non. Oh, non, mais parce que de toute façon, Yacine, oui, bien sûr, t'as raison. Si les gens sont suffisamment intelligents, ils comprendront qu'évidemment, on est en train de parler du Messi au PSG, non pas de la carrière de Messi. Si ceux qui comprennent pas, tant pis pour eux, qu'ils aillent regarder l'équipe 21, j'ai envie de te dire, c'est peut-être plus à leur portée. Voilà. Headshots. Allez.
Non, mais écoute, moi déjà, si Messi est pas content du transport à Paris, il a qu'à faire une chose, c'est prendre le métro ou prendre un vélo. Voilà. La deuxième chose, c'est que, qui s'attendait à voir Messi performer en France à 34 ans? C'est-à-dire qu'on aurait tous rêvé d'avoir le Messi quand il avait 24-25 ans. On aurait kiffé. Mais objectivement, ça me fait penser à l'arrivée de Thuram quand il signe chez nous, puis finalement qu'on découvre un problème cardiaque. On aurait pu il avoir. n'a pas joué du tout. Ouais. Oui, justement. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que là, c'est le retour du PSG maison de retraite. C'est le retour du PSG où on signait des glorieux anciens. Souvenez-vous de Julie, où on se disait waouh. Et puis après, tu vois sur le terrain, tu fais ah ouais, la France quand même, c'est quand même pas les mêmes gabarits. T'as des mecs de 24 ans qui lui rentrent dedans, avec tout le respect qu'ils ont pour Messi. Messi reste un immense joueur, probablement l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu. C'est formidable de le voir jouer à Paris. C'est formidable de le voir porter notre maillot, mais c'est plus le Messi qu'on a connu. C'est comme Neymar. Regardez les performances de Neymar sur cette saison. C'est plus les mêmes joueurs. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène club? Évidemment. Est-ce qu'il y a un phénomène Leonardo? Évidemment. Moi, j'adorerais qu'ils mettent des lucarnes, notamment à nos chers amis marseillais, la prochaine fois qu'on les croisera. Souhaitons-le nous. Au moins, il laissera ça comme trace. Mais le PSG n'est pas un club où on performe quand on est un très grand joueur en fin de carrière. Bon. Heureusement que sa femme aime les boutiques à Paris et que ses enfants sont bien adaptés. Sur ce message d'optimisme. Il y a eu Ibrahimovic quand même. Il y a eu Ibrahimovic qui était qui même en fin de carrière, dans sa dernière année au PSG, continue à planter des buts. Mais c'était des années après. Oui, en plus. Et en plus, lui là, voilà. Et nous, on pensait qu'il était à la fin parce que voilà, il arrive à 31, je crois, Zlatan. Zlatan, quand il part du PSG? Non, quand il arrive au PSG, il arrive à quel âge? Ah oui, il arrive à entre 30 et 31, il me semble. Ouais, c'est ça. Un peu avant ses 31 ans. Ouais. Il repart à 35 ans quasiment. Ouais, mais après, Zlatan aussi, il y a une condition physique. C'est comme Ronaldo, on parle de mecs, ce sont des forces de la nature. C'est ça. Et puis c'est un joueur qui impressionnait beaucoup aussi les défenses de Liga, qui étaient assez impressionnés par Ibrahimovic. Donc voilà, c'était un peu plus simple. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur le premier bilan mitigé, on va dire, même pas, on va dire plutôt négatif, malheureusement. En tout cas, sur les résultats sportifs, puisqu'on a expliqué qu'en termes en tout cas sur le niveau économique, le PSG avait tiré le jackpot, JB. Maintenant, on en attend un peu plus sur le sportif. Il y a notamment le 8e de finale qui arrive en février face à Madrid. Alors peut-être que là, effectivement, on verra un autre Messi. Et puis, il lui restera un an de contrat. Ce sera l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera l'hiver 2022. Et moi, en fait, voilà, pour conclure, ce qui me fait peur, c'est l'après Coupe du Monde, en se disant qu'il va lui rester quelques mois, parce qu'il prolongera pas une 3e saison, je pense, au PSG. Donc, j'ai peur qu'après, ça s'éteigne progressivement jusqu'à la fin de saison. Et si en plus, c'est la même année, tu perds Mbappé, voilà, c'est pour ça que le projet sportif est vraiment très important pour les prochaines années. Il va pas falloir se louper. Merci beaucoup, Alex De Castro. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Pour ta présence. Donc, je rappelle toujours la chaîne YouTube Alex De Castro. Et on te retrouve aussi sur Twitch, oui. Dans Ligue 1 Légende. C'est bien ça, Alex? C'est ça, dans Ligue 1 Legends sur la chaîne Twitch de la LFP ou sur ma chaîne Twitch perso aussi, Alex De Castro, et sur MC Sport. Voilà. En tout cas, merci encore, Alex. Merci beaucoup. Merci à Jean-Baptiste Guégan. Ça, c'est la famille Jean-Baptiste, c'est la famille Paris United. Ici, c'est pareil. Merci. Et bonnes vacances, repose-toi bien pendant ces vacances. Est-ce que tu pars, JB? Je vais à Marseille. Ah là 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 là. N'emmène pas Yacine avec toi. Non. Là, on fera pas le tour du Vieux-Port tous les deux. On finira dans l'eau. Allez, on va dire que tu vas chercher un peu de soleil. C'est ça, exactement. Bon. Toi, Yacine, toujours en région parisienne, ça bouge pas. Bon, c'est aussi les vacances à Cachan dans ton club de foot. C'est moi, je suis entre le 94 et le 92. Ah oui, tu ne prends pas beaucoup de risques. Merci encore, messieurs. Et puis, quant à nous, on va se retrouver jeudi pour débriefer le dernier match avant la trêve. C'est Lorient PSG. Donc, on espère finir sur une bonne note avec un Messi extraordinaire. Voilà. Merci à tous et à jeudi. Ciao. Ciao. Salut.